Hervé Morin est mon invité politique, bonsoir. Bonsoir, le président UDI de la région Normandie. La Normandie, c'est une des régions les plus touchées par cette crise autour des sites pétroliers et du carburant. Quelle est la situation ce soir ? Écoutez, si j'en crois les informations qui nous sont données par la préfecture de région, sachant que les choses sont par nature très évolutives, on serait sur, d'une part, bien sûr, une grève dans les deux raffineries principales de la région. Notre-Dame de Gravenchon et Gonfreville-Lorgelais. Pour nous, c'est Total et Exxon. Et deuxièmement, bien entendu, un mouvement aussi sur le port du Havre, et notamment là où arrive le pétrole qui est importé, qui représente 40% des importations. Puis par ailleurs, sur l'ensemble du réseau des stations-service, on est, j'en crois, 20-25% de stations essence qui ont des ruptures d'approvisionnement. Et puis la difficulté, c'est que les automobilistes se sont rués dans certaines stations-service probablement par peur de manquer. On peut comprendre ce mouvement, mais ça a accéléré peut-être la pénurie. Ceci dit, ça a d'autres conséquences, très clairement. Quand vous avez un port comme le port du Havre qui est arrêté la semaine dernière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des entreprises de logistique qui sont en difficulté. Ça veut dire que vous avez des usines et des industries qui sont au bord du chômage partiel. Pourquoi? Parce que il faut alimenter les chaînes de production. Il y a d'autres problématiques qui sont celles, bien sûr, des entreprises exportatrices. Et avec en plus des risques de détournement de trafic du Havre vers Anvers, qui est le grand port concurrent, beaucoup plus gros que le nôtre, malheureusement, pour un certain nombre d'entreprises qui disent, puisque ça se passe mal en France, on va aller Anvers. Le PDG de Total, justement, a menacé aujourd'hui de réviser sérieusement les investissements de son groupe pétrolier prévus en France, en raison, justement, de ces blocages. Oui, ça peut être une des conséquences. Bon, voilà, ce sont des déclarations d'un jour, mais on sait bien qu'en plus, il y a des surcapacités de raffinage en France et qu'il faut donc être attentif. Vous donnez raison au gouvernement qui semble vouloir tenir bon face notamment à la mobilisation de la CGT. C'est ce qu'a dit ce matin Manuel Valls et également François Hollande. Pas question de retirer la loi El Khomri. Disons les choses telles qu'elles sont. La loi El Khomri ne devient plus qu'un facteur de construction du mécontentement, plus globalement. Moi, je suis pas à gauche, mais... C'est un prétexte ? Mais attendez, quand vous avez voté Hollande en 2012... Et la CGT avait appelé à voter Hollande. La CGT, en plus, était engagée directement. Quand vous appelez, quand vous annoncez comme l'ennemi de la finance et du libéralisme, quand vous annoncez comme détestant les riches gagnant plus de 4 000 € par mois, ça c'est François Hollande. 4 ans plus tard, il fait une politique sociale libérale, appelons ça comme ça. On peut considérer qu'une partie de nos compatriotes qui ont sincèrement voté à gauche se considèrent aujourd'hui comme trahis, trompés, avec le cynisme extraordinaire d'un François Hollande, qui vous explique que, en effet, en 2012, il déclarait cela, mais qu'en 2016, la situation du pays et du monde a changé, comme si l'ubérisation, la mondialisation, l'entrée du digital, la concurrence de pays émergents, tout ça n'existait pas en 2012. Vous devriez donc soutenir le gouvernement, plus fermement. Moi, je considère que, de toute façon, les temps... Il reste un an, ça va être un an calvaire, avec un gouvernement qui est dans l'incapacité de mener la moindre réforme, parce que honnêtement, la loi El Khomri, ça n'est plus la loi du début. En même temps, il y a tout de même un certain nombre d'évolutions, mais ce n'est pas le grand chambardement du droit social français. Et donc, en clair, on voit bien que le gouvernement est de jeune impuissance absolue et que jusqu'en juin 2017, il ne se passera pas grand-chose. Bon, la dernière fois que les raffineries en France avaient été bloquées, c'était en octobre 2010. J'étais au gouvernement, je Vous étiez au gouvernement de François Fillon. À l'époque, c'était sur la réforme des retraites. D'ailleurs, du personnel gréviste avait été réquisitionné dans la raffinerie. Est-ce que vous le souhaitez, ça ? Écoutez, il y a deux choses dans cette histoire. Il y a l'occupation du domaine public, la libre circulation des biens et des personnes qui est menacée ou auquel on porte atteinte. Il est clair que le gouvernement doit faire usage des forces de l'ordre pour débloquer ça. Il y a l'exercice du droit de grève. L'exercice du droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Donc ça, on ne peut pas contester à des salariés de décider de ne pas aller bosser parce qu'ils sont en grève. Deuxièmement, ensuite, il faudra bien entendu que le gouvernement prenne ses responsabilités si la situation venait à empirer. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ça mérite que la France rentre
en grève quasi généralisée quand on annonce grève de la SNCF, grève de la RATP, grève de l'aviation civile, à 15 jours ou 3 semaines de l'euro, où on attend des centaines de milliers de touristes supplémentaires, où on va être avec un pays qui va être la vitrine de l'ensemble des amoureux du ballon rond, c'est-à-dire des milliards de téléspectateurs. C'est la question qu'on peut finir par se poser. Mais derrière ça, il y a 2 questions. La première... Et donc on donnerait raison à la CGT alors? Non mais attendez, la première question c'est que le gouvernement est tellement faible. Je vous rappelle qu'on a eu des manifestations pendant des semaines, place de la République. Il ne s'est rien passé. Alors qu'on était sous le régime de l'état d'urgence. Il y a encore des manifestations. Il y a des manifestations tous les jours. On nous explique, de la casse. Et on nous explique que l'état d'urgence... au nom d'impératifs de sécurité doit être prolongé, et le gouvernement ne fait rien. C'est une situation de désordre. La France est dans une situation de désordre. La France est dans une situation d'exaspération, de défiance absolue. Et c'est pour nous, opposition, demain, je l'espère, majorité, aussi une leçon. Et je le disais à Alain Juppé il y a 15 jours lors d'une conversation que nous avions ensemble. Je lui disais, plus que le fond, plus que ce que nous avons à proposer, il y a la méthode. Et la méthode, c'est absolument fondamental pour réussir la transformation du pays en 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le candidat à l'élection présidentielle de la droite et du centre soit en capacité quasiment de rédiger les 8-10 projets de loi avant l'élection pour dire aux Français, voilà ce que je vais faire, c'est écrit. Et qu'au lendemain de l'élection, les choses soient mises en œuvre immédiatement. François Mitterrand, en 81, fait siéger le Parlement pendant plus de 6 mois. Jacques Chirac, en 86, où il y a eu un grand mouvement de réforme, a fait siéger au mois d'août le Parlement. Et en 2007, quand nous avons réussi l'autonomie des universités, c'est parce que nous l'avons fait immédiatement sur un texte qui avait été présenté aux Français. Quand vous êtes dans une tromperie, dans un exercice où globalement on dit le contraire, on fait le contraire de ce qu'on avait raconté 4 ans plus tard, on en arrive là. Puis la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que le Parti Socialiste avec le Front de Gauche, c'est une histoire terminée, au moins une partie du Parti Socialiste. Que cette alliance-là n'est pas en capacité de pouvoir construire une majorité de demain.